si vous avez encore davantage de questions. Je vous écoute. Oui, bonjour. Ça marche? Oui. Je voudrais poser une question au dernier intervenant et à M. Katrapanis. Comment se positionne la Commission par rapport à l'ordolibéralisme allemand? À mes yeux, ce n'est pas très clair. Et j'ai parfois l'impression que la Commission est largement sous influence de ce côté-là. Et puis, une question plutôt à M. Kartapanis. J'ai lu dans le journal suisse Le Temps ce matin que la période de rémission de la zone euro serait peut-être sur le point de s'achever. Période de rémission liée bien sûr à l'intervention importante de la Banque centrale européenne auprès du système bancaire. Donc l'article affirmait que des prémices de turbulence des marchés financiers commençaient à s'exprimer et qu'on est peut-être donc en train de retourner vers une période peu stable, disons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on a beaucoup parlé de ces fameux 17 sommets européens au cours desquels, de façon lente et douloureuse, l'Union européenne, petit à petit, est arrivée à trouver des réponses à la crise de la zone euro. Pourquoi est-ce que c'est long? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Nous sommes 17. Il y a 17 pays dans la zone euro. Il y en a 27 dans l'Union européenne. Ça fait 27 démocraties avec lesquelles il faut compter. 28 démocraties même, si on ajoute notre démocratie européenne. Et nous avons des pays qui ont des histoires complètement différentes, qui ont des intérêts à court terme, et on sait que c'est souvent ceux-là qui sont jugés les plus importants, qui divergent. Et donc, il faut mettre tout ce monde d'accord. Et évidemment, ça prend du temps, et il faut faire avec les préoccupations politiques, les soucis des opinions publiques et les priorités de l'ensemble des pays. C'est vrai en particulier pour l'Allemagne. C'est impossible de réformer la zone euro sans l'accord de l'Allemagne pour des raisons évidentes. Je pense toutefois que, au bout du compte, nous avons trouvé des solutions qui permettent à la zone euro de repartir. On peut discuter des idées allemandes en matière d'assainissement budgétaire, de lutte contre l'inflation, de rôle de la Banque centrale européenne qui doit se concentrer exclusivement sur la maîtrise de l'inflation. On est légitimé à avoir des vues différentes, mais ce sont les vues défendues par le chef d'État de la principale puissance économique de la zone euro. Et il faut aussi admettre que l'Allemagne est à bien des égards un exemple à suivre. Peut-être pas à tous les égards, parce qu'encore nous avons nos histoires, nos traditions, nos systèmes économiques différents, nos systèmes politiques différents, mais l'Allemagne a su mettre en œuvre au cours de ces 15 dernières années des réformes structurelles majeures qui lui permettent, alors que nous sommes dans une situation européenne générale très difficile, d'avoir une économie extrêmement performante. Vous confirmez donc être sous influence allemande? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Non. Ce que je dis, c'est que nous sommes 17 et que nous avons besoin... Nous sommes 17 et nous avons besoin de trouver un accord à 17 et tous les pays, lorsqu'il s'agit de renégocier un traité ou de négocier un nouveau traité, tous les pays ont un droit de veto. Donc il faut trouver un accord à 17. Vous pouvez juger que certains pays sont plus égaux que d'autres. Peut-être. Non, mais j'ai dit que la Commission considérait que l'assainissement budgétaire dans la zone euro était absolument essentiel, mais que c'était une partie de ce qu'il fallait faire, que ce n'était pas que ce qu'il fallait faire ne se résumait pas à cela. J'ai beaucoup insisté
sur l'importance de la croissance dans la zone euro et dans l'Union européenne. La Commission, elle est là pour trouver des points de compromis entre 17 ou 27 pays qui ont des vues souvent extrêmement divergentes. C'est ça notre rôle principal, et je pense que la Commission a beaucoup contribué à dégager des compromis, dégager des accords ces derniers mois, ces dernières années, afin de trouver des réponses à la crise de la zone euro. Si je peux ajouter un petit exemple, juste pour illustrer ce que vous venez de dire, à savoir le fait que la Commission européenne est un acteur qui prend des initiatives qui ne vont pas forcément dans le sens de l'Allemagne, mais plutôt dans le sens de ce que nous croyons être l'intérêt européen. Juste un exemple d'actualité, mais qui dure depuis un certain temps. La Commission européenne, systématiquement, souhaite obtenir des niveaux pour les mécanismes de solidarité financière, ce fameux mécanisme européen de stabilité, nettement supérieur à ce que souhaite l'Allemagne. Donc le résultat le plus récent, de l'ordre de 800 milliards d'euros, nous paraît satisfaisant parce que c'est le meilleur compromis possible, mais si ça avait tenu uniquement à la Commission, nous serions à plus de 1000 milliards d'euros. Donc voilà, c'est une négociation, nous dégageons des compromis au final, mais notre position sur le plan de la solidarité financière est nettement au-delà de ce que l'Allemagne souhaite. C'est juste un exemple pour vous montrer que notre position ne consiste pas du tout à nous aligner sur l'Allemagne systématiquement, mais à essayer de dégager l'intérêt européen. Merci. Bon, la première question, j'ai quelques peines à répondre. J'ai beaucoup de peine en fait à identifier ce qui est véritablement la position de la, entre guillemets, commission. Ça évolue quand même beaucoup. Les commissaires peuvent eux-mêmes être changés. On peut avoir... Bon, M. Barroso n'a pas été quelqu'un qui a pesé très lourdement dans les orientations pendant la gestion de crise. Un autre président de la Commission aurait peut-être eu un rôle différent. On peut rêver à ce qu'aurait dit Jacques Delors ou bien à ce que même M. Trichet aurait pu faire s'il avait été lui à la tête de la Commission. Mais n'oublions jamais que la Commission est à la fois en amont et en aval des décisions. Mais les décisions, soit au plan monétaire, elles sont à la BCE, soit elles sont dans les mains des États. Donc là, j'ai quelques peines à répondre à cette question. La deuxième question, est-ce que la rémission est terminée ? Ce qui est sûr, c'est que un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement pensaient que la mise en œuvre des politiques de consolidation budgétaire n'aurait pas un effet en termes de croissance aussi marqué, c'est-à-dire en termes de récession. Et aujourd'hui, on voit bien dans la position espagnole, dans la position des Pays-Bas, de la part, a priori, de chefs de gouvernement très favorables sur le plan des principes, notamment à la règle d'or, pas mal d'hésitations. Et j'ai envie d'ajouter que, et ça me permet peut-être de répondre à un argument que vous avez employé quand vous avez dit il était très important de donner un signal auprès des marchés avec un affichage en faveur donc, du respect des exigences sur lesquelles tout le monde s'accorde, de soutenabilité budgétaire à moyen terme. Il fallait donc qu'en quelque sorte on frappe fort. Je ne suis pas d'accord avec cette idée et mon argument est le suivant. Quand on lit ce qu'ont été les communiqués qui ont été diffusés par les deux grandes agences de notation, autant Standard & Poor's que quelle est la deuxième déjà, et que Moody's, pardon. Lorsque ont été dégradés un certain nombre de pays européens sur le plan donc de la notation souveraine, ce qui a été mis en avant, ça a été justement le déséquilibre entre d'un côté les exigences de stabilité financière, budgétaire, et de notre côté le soutien de la croissance. On a eu tort de critiquer les agences de notation à ce moment-là, autant elles ont été déplorables, et vous avez totalement raison, au moment donc de la montée en charge des innovations financières, où elles ont noté n'importe quoi et n'importe comment. Mais du point de vue de la notation des États, bon, les justifications qui ont été apportées plaident en faveur de l'idée selon laquelle on peut être inquiet aujourd'hui, y compris sur le plan de la stabilité financière, si la croissance ne revient pas. Et malheureusement, tous les signes que l'on peut observer ne sont pas très positifs. Alors pour l'instant, les prévisions nous disent que, en tout cas, débouchent sur une certaine inquiétude jusqu'au mois d'août, sur le premier semestre, et un redémarrage après.
Cela étant, quand on voit la vitesse avec laquelle ont été redéfinies les prévisions macroéconomiques, depuis la fin en gros depuis l'été 2011, on a cessé de réévaluer à la baisse toutes les prévisions. Moi, je me méfie des prévisions à long terme. Et donc, il y a une vraie inquiétude que, à mon avis, un jour ou l'autre, les marchés vont partager du point de vue de la croissance. Et c'est vrai que, de ce point de vue, j'aurais tendance à partager l'inquiétude si elle est exprimée dans le journal helvétique que vous avez cité. Je vais juste intervenir sur le germanocentrisme auquel vous faisiez allusion, sans me prononcer sur la position de la Commission. Mais c'est vrai que quand on dit l'Allemagne bon élève, etc., il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui critiquent ça. D'abord, qui font valoir que l'Allemagne a fait le ménage à contre-temps. Enfin, l'Allemagne a fait le ménage chez elle et a fait une politique restrictive avant les autres, quand les autres étaient en expansion. C'est ce qui a rendu les choses plus faciles, parce que c'était équilibré. C'était pas l'Allemagne qui fait le ménage en même temps que la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc, elle a pu le faire, et elle l'a fait de manière... en réduisant les salaires, en tout cas en faisant une pression pour que les salaires n'augmentent pas, et donc en augmentant sa compétitivité, de manière qui n'était pas forcément jugée loyale par les autres membres de l'Union européenne et de la zone euro. Donc je ne sais pas si c'est le bon élève, l'exemple à suivre. Bon, peut-être que cette petite réflexion de M. Merlin aurait tendance à laisser penser qu'il est effectivement pro-allemand, mais bon... Non, mais je plaisante. Mais bon, la Commission a souvent été, ou en tout cas l'Europe, elle a souvent été accusée d'être pro-anglaise. En tout cas, dans le domaine financier, c'est vrai qu'elle a été largement dominée au niveau des marchés financiers, de la dérégulation. C'était l'influence anglaise qui prédominait. Ça, c'est clair. Donc, bon. Je voudrais juste ajouter un point qui est en rapport avec la position allemande et puis avec les difficultés de la zone euro. C'est à propos de la politique de change, ou plutôt de l'absence de politique de change qui a caractérisé la zone euro depuis la mise en place de la monnaie unique, et donc depuis 1999. On a tendance à sous-estimer le poids qu'a eu l'appréciation de la monnaie européenne en termes réels à partir de, en gros, 2002-2003 jusqu'à la crise. On a gagné quand même, quand je dis on, c'est l'euro, en termes réels, près de 40%. Et quand on regarde l'évolution, notamment des balances commerciales des pays du Sud, vous avez tout à l'heure donné ce type de variables sur le graphique, c'est sûr que ça a été un coup très très dur qui a été porté à tout un ensemble de pans industriels qui se trouvaient très en compétition par les prix, contrairement bien sûr au cas allemand. Or, nul n'ignore qu'on a importé de l'Allemagne le principe de l'euro fort, qui était le principe du Deutsche Mark fort. Dans une logique sur le plan institutionnel très bizarre, puisque le traité de Maastricht indique bien que ce sont les États qui sont en charge des questions de change, des questions donc de prix relatifs, et en réalité, ne parvenant pas à s'entendre, il n'y a jamais eu de vraie politique qui a été définie au niveau donc des chefs d'État. Donc c'est la Banque centrale européenne, d'une certaine manière, qui a accaparé cette responsabilité. Elle l'a exploité, cette responsabilité, lorsque l'euro était faible, parce que cela mettait en cause son objectif de stabilité des prix. Et donc entre 2000 et 2001, il y a eu des interventions de la Banque centrale européenne pour éviter que l'euro ne se déprécie trop. Plus aucune intervention n'a été menée lorsque l'euro s'est apprécié. Parce qu'évidemment, cela confortait son objectif de stabilité des prix. Et ça, c'est directement lié à l'héritage de la Bundesbank et de la position allemande du point de vue des taux de change. Or, je prétends pour ma part que tous les grands pays ont une politique de change. Les États-Unis ont une politique de change. Elle est plus ou moins explicitement affirmée, mais en tout cas, elle existe. Elle passe par les taux d'intérêt, elle passe par un certain nombre de comportements dans lesquels le Trésor s'implique. La Chine a une politique de change. La Grande-Bretagne a une politique de change. La Suisse, en ce moment, a une politique de change. Pas la zone euro. Et ça, c'est quelque chose qui a à voir avec l'héritage allemand. J'aimerais que nous prenions d'autres questions. Voilà, je vois plusieurs doigts qui se lèvent par là. Monsieur. Oui, pour sortir
de l'Allemagne. Donc je voudrais évoquer la question du Royaume-Uni que vous avez cité. On sait que la position du Royaume-Uni dans le système financier européen est extrêmement forte, alors que le Royaume-Uni, de façon générale, a une position très libérale en matière économique. Le célèbre commissaire McGreevy a particulièrement marqué sa présence dans la Commission, dans le domaine. Alors ma question c'est, est-ce que les directives européennes qui nécessairement relèvent d'un compromis entre les 27, est-ce que ces directives, dans cette situation-là, ne seront pas toujours de l'eau tiède? Monsieur Merlin. Je commencerai par préciser que Charlie McGreevy est irlandais et non pas britannique. Je pense qu'il serait très vexé de cette assimilation. Mais c'est un détail. Il faut savoir que la législation financière européenne relève du marché intérieur. Et à ce titre, elle est fondée sur une base juridique qui ne nécessite pas l'unanimité des États membres. Il nous faut, afin de faire passer nos propositions législatives, une majorité qualifiée au Conseil et l'approbation du Parlement européen. Or, nous avons au Conseil, je pense vraiment une majorité d'États membres qui sont en faveur d'une réglementation forte du système financier, et nous avons un Parlement qui va dans le même sens et qui est presque toujours sur des positions très pro-européennes, donc en faveur d'un renforcement de la convergence réglementaire européenne. Donc je pense que le risque que vous évoquez est faible, d'autant plus que nos amis britanniques ont été quand même un petit peu traumatisés par ce qui leur est arrivé en 2008-2009, parce que le système bancaire britannique s'est complètement effondré, à tel point que certaines banques ont dû être nationalisées, et ce, dans le pays, effectivement, un des pays les plus libéraux de l'Union européenne. Donc les Anglais eux-mêmes ont très bien compris que il faut une réglementation beaucoup plus stricte du système bancaire en particulier. Ils sont eux-mêmes particulièrement exposés parce qu'ils ont à la City des banques gigantesques par rapport à la taille de leur économie. Donc on observe actuellement que dans les débats sur la réglementation bancaire qui ont lieu actuellement, que j'ai évoqués, le Royaume-Uni est sur des positions beaucoup plus dures vis-à-vis des banques. Et le Royaume-Uni veut notamment imposer des règles en capital, des règles de liquidité plus strictes que beaucoup d'autres pays. Alors, les choses sont peut-être un petit peu plus nuancées s'agissant d'autres réglementations en négociation. Je pense aux hedge funds, qui sont très importants pour la City. Je pense à la réglementation des transactions en matière de dérivés, de gré à gré. Là, le Royaume-Uni peut avoir des positions un petit peu plus nuancées, mais il est quand même en faveur d'une réglementation beaucoup plus lourde, beaucoup plus sérieuse que par le passé du système financier. Et le Royaume-Uni inscrit son action, comme les autres, dans le cadre de la feuille de route qui a été définie par le G20 lors des différents sommets qui se sont tenus à Londres, à Washington, à Pittsburgh, où les grandes puissances du monde se sont mises d'accord sur un certain nombre de principes à mettre en œuvre afin de stabiliser, renforcer le système financier. Donc, je pense que le risque que vous évoquez est faible, même si, parfois, c'est vrai, on a des négociations difficiles au Conseil, et le Royaume-Uni, étant donné l'importance de son système financier, est au cœur de ces négociations. Donc, c'est pas facile tous les jours, mais je pense vraiment que les 27 pays et le Parlement et la Commission avancent ensemble vers une réglementation beaucoup plus stricte du système. Justement, si vous permettez, je voudrais rebondir sur vos dernières considérations. Et la question que je me pose, et je me suis posée tout au long de la soirée, c'est celle de savoir si on ne poursuit pas des objectifs contradictoires.
Parce que peut-on vraiment soutenir la croissance en réglementant, en surréglementant le système financier? Et je vais illustrer mon propos en vous demandant, par exemple, s'il était utile d'accélérer la mise en place des accords de Bâle III. Il y a un vrai sujet qui nous occupe beaucoup ces jours-ci. Il faut évidemment trouver un bon équilibre entre le renforcement de la stabilité du système financier et le financement de l'économie. Il faut, comme je l'ai dit dans ma courte présentation, s'assurer que les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement, les marchés financiers puissent continuer à opérer de façon efficiente afin de financer de façon adéquate la reprise économique en Europe. Je pense sincèrement que nous trouvons ce bon équilibre. Nous ne proposons pas de revenir au système bancaire des années 50 où les produits financiers, par exemple, étaient eux-mêmes réglementés, ce qui limitait énormément la capacité d'innovation financière des institutions. Lorsque nous essayons de calibrer les règles en capital que doivent observer les banques, on veut suffisamment de capital dans les banques, mais on pense aussi qu'il faut éviter d'atteindre des sommes astronomiques qui empêcheraient les banques de prêter à l'économie. En ce moment, il y a un processus en cours en Europe qui vise à augmenter de façon temporaire les fonds propres des banques en réponse à la crise de la zone euro. Nous faisons très attention avec l'autorité bancaire européenne à ce que ce renforcement des fonds propres ne s'accompagne pas d'une réduction trop importante des bilans des banques et ne s'accompagne pas de l'abandon de prêts utiles à l'économie européenne. Donc c'est pas facile parce qu'il y a une tension entre la stabilisation du secteur financier et la reprise économique, mais nous essayons de trouver le bon équilibre et toutes les études, à l'exception d'une seule, mais qui venait de l'industrie bancaire, toutes les études qui ont été faites sur le sujet, et nous-mêmes, Commission, allons présenter, j'espère au mois de juin, nos propres chiffres sur le sujet. Toutes les études concourent à dire que la re-réglementation du système financier aux États-Unis et en Europe a un impact sur la croissance. Il ne faut pas se leurrer, ce qu'on fait a un impact, mais que cet impact est très lissé dans le temps, est relativement limité, assez limité, et est surtout compensé par les bénéfices que nous avons en termes de stabilité financière, en termes de confiance au sein des marchés, en termes de confiance des investisseurs et des consommateurs. Donc, je pense que pour l'instant, on trouve le bon équilibre, mais il y a un vrai sujet et il faut continuer à être très attentif et il faut être prêt, parce que ce n'est pas facile de tout prévoir avant de mettre en œuvre ces réglementations. Il faut être prêt, ex post parfois, à recalibrer certaines mesures si on pense que notre réglementation est trop pénalisante pour les prêts des banques ou pour l'accès au marché financier des entreprises. Oui, je partage ce qui a été indiqué en ajoutant peut-être le fait qu'on a aussi un bras de fer qui est lié à des conflits d'intérêts. Les banques dont la responsabilité est énorme dans le déclenchement de la crise de 2008 ont essayé, dans un premier temps, ont accepté pas mal de modifications qui ont été discutées pendant le G20, y compris sur le document qui a été approuvé lors du G20 de Séoul, qui fait autorité, et que maintenant on essaie de mettre en application en Europe avec les directives. Mais évidemment, très vite, les banques ont mobilisé un certain nombre de lobbies, ont produit des études
vous l'avez évoqué, une des études qui montrait que justement on avait des effets très négatifs sur la croissance, mais une étude qui n'était pas sérieuse, parce qu'en particulier, elle n'intégrait pas le fait que la probabilité d'apparition de nouvelles crises avait considérablement baissé, dès lors que la réglementation était beaucoup plus dure. Et donc, toutes les simulations qui ont été faites, sous l'autorité notamment de la Banque des règlements internationaux, je confirme tout à fait, tentent à montrer que les effets sur la croissance sont quasiment mineurs, négligeables. Il y a par contre une interrogation sur ce que sont les conséquences en matière de financement à long terme. Et là, les économistes de tous bords aujourd'hui se posent des questions, de savoir si les exigences de ratio de liquidité ne sont pas de nature à rendre plus difficile des financements longs. Mais ça a été indiqué, il faut adapter au gré de ce que seront les évolutions, les ratios. J'ajoute un dernier point, la réglementation c'est une chose. La supervision c'est absolument fondamental. Car un certain nombre de réglementations n'ont pas été appliquées, n'ont pas été surveillées, notamment aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des économistes la capture des superviseurs. Les superviseurs ont été amorphes, n'ont pas réagi, alors qu'ils ont vu que nombre de ratios n'étaient pas respectés. Il n'y a pas que les ratios à respecter, il y a aussi la mise en application et les sanctions que l'on peut prononcer lorsque ces ratios ne le sont pas. Et donc, c'est très important la question de la supervision, au-delà de la coordination à l'échelle européenne, car la vraie décision le reste à l'échelle des pays aujourd'hui. Qu'il y ait véritablement des sanctions qui soient prises, et on entend parler de sanctions très dures aujourd'hui qui sont prises, beaucoup plus qu'avant la crise, lorsque les exigences réglementaires ne sont pas respectées. Une série de questions avant de conclure. Alors, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier d'être resté avec nous jusque tard. J'espère que vous avez eu des réponses aux questions que vous avez posées et celles que vous n'avez pas posées. Voilà. Au cours de ces exposés, je crois que nous sommes arrivés à la conclusion que il y a des équilibres qui sont parfois difficiles à trouver. Certains les voient différemment, bien entendu. Et donc il y a des débats qui vont se poursuivre. En tout cas, il y a quand même un point de convergence que j'ai noté et que j'apprécie, c'est sur le besoin de plus d'Europe, de plus de réglementation, de plus de croissance. Le tout, c'est comment et avec quels équilibres. Et là, nous avons présenté une vue de M. Kartapénis, la vue de Mme Micolo-Marcel, la vue de la Commission européenne. Et j'espère que vous repartirez avec vos propres idées et que nous pourrons continuer à en débattre lors de prochaines réunions. Bonne soirée à tous.